Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Jean-Yves. Il déménage dans la maison de ses rêves à Strasbourg. Et comme il est plutôt du genre à se poser beaucoup de questions, je vais monter par les escaliers peut-être. cet ingénieur de 61 ans a mis un certain temps avant de sauter le pas. Ça va? Ouais. Ça tient globalement? Ça tient, mais c'est quand même entassé, mais c'est normal. Avec sa femme, Christine, infirmière, ils emménagent dans un immeuble pas comme les autres. Un concept qui a de quoi donner le vertige, une nouvelle façon de vivre avec ses voisins. On appelle cela l'habitat partagé. Content, hein? On est content. C'est l'aboutissement depuis 2012, de 3 ans d'aventure. Donc voilà. Hein. Vu de l'extérieur, leur immeuble est original. Mais à l'intérieur, il l'est encore plus. Imaginez un peu, une trentaine de voisins qui décideraient de partager bien plus qu'une cage d'escalier. Des pièces de vie entières, comme la buanderie, où les machines appartiendraient à tout le monde. Un toit terrasse ouvert à tous, un atelier pour bricoler et une grande salle pour se retrouver tous ensemble le soir. C'est le choix de Jean-Yves et de Christine aujourd'hui. C'est un art de vivre, hein. Tout le monde n'adhère pas. Hein. Moi, il y a des gens qui m'ont dit « Oh là là, les voisins... » Alors qu'on habite en centre-ville depuis 6 ans, on connaît pratiquement personne dans l'immeuble. Hein. Je veux dire, c'est un anonymat... Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà, là, c'est... Voilà. Ah, l'habitat partagé, la vie en communauté, ça ne vous rappelle rien? Mais si, les années 60-70, les années Peace and Love, une vieille utopie de jeunes qui voulaient changer le monde, à grand renfort d'amour, de fleurs et de rock'n'roll. L'habitat partagé est un peu l'héritier de ce rêve de vie collective. Une bonne dose de réalisme en plus. Car acheter, devenir propriétaire est de plus en plus difficile à cause des prix de l'immobilier. Alors ils sont de plus en plus nombreux à recourir à cette solution anti-crise, se passer de certaines pièces devenues superflues. À quoi bon avoir son propre bureau, son jardin rien qu'à soi, ou encore sa petite buanderie privée, alors qu'on ne s'en sert pas tout le temps? En France, ces dernières années, plus de 300 nouveaux projets ont vu le jour. C'est bien, mais c'est peu par rapport à l'Allemagne, la Suisse ou la Norvège, où cette nouvelle façon de cohabiter représente jusqu'à 20% des constructions neuves. L'intérêt de l'habitat partagé, c'est que plus on met de pièces en commun, plus on gagne de mètres carrés chez soi. À Strasbourg, à 2 pas du centre-ville, dans le quartier de l'Île-aux-Lombardie, une résidence a priori comme les autres. Pourtant ici, une dizaine de familles partagent les choses les plus inattendues depuis maintenant 5 ans. Dès le début, Vincent et ses voisins se sont dit qu'ils pouvaient partager des pièces qui ne servent pas souvent dans l'année. Ce jour-là, Vincent efface le nom des derniers occupants de la chambre d'amis commune. C'étaient ses invités, ils viennent de partir. Alors il est de corvée de nettoyage. Nos amis musiciens sont partis. Voilà. Une page se tourne et maintenant, c'est l'heure de faire la lessive, de ranger la chambre, de la remettre en état pour les prochains. Les voisins ont même créé un site internet pour consulter le planning. Bien sûr, cela demande un peu d'organisation, mais cela vaut vraiment le coup. Car certaines pièces permettent de faire pas mal d'économies. C'est le cas de la buanderie commune. Ça ne sert à rien de multiplier par 10 des équipements, alors que le fait d'en avoir 3 pour 10 familles, personne ne se sent lésé, il n'y a pas de temps d'attente, il y a toujours une machine disponible. Voilà, c'est pratique. Des frais divisés par 3, et plus précieux encore, une vraie vie entre voisins. Salut. Salut Lorraine. Ça va? Comme quelqu'un qui fait sa lessive, quoi. Lorraine est prof d'anglais, Vincent est chercheur. Ils ont souvent les mêmes horaires. En fait, là, c'est le +1, c'est le sèche-linge, c'est ça? Oui, quand tu rajoutes +1, c'est que tu as fait un sèche-linge en même temps. Ouais, ok. Bon, c'est le cas. En papotant comme ça entre 2 portes, certains habitants se sont même trouvés des passions communes. Celle de Michel et Julien soulève la curiosité dans tout le quartier. J'ai encore fait un barbecue à midi. Ils ont accueilli de nouvelles pensionnaires sur le toit du garage à vélo. Voilà, regarde ça comme c'est beau.
Ouais, donc là, ça a pondu. Il y a encore des larves. Ouais. Donc là, il y a encore des butineuses à venir. Il y en a plein, là, regarde. T'as vu? Au milieu, ouais. Des initiatives comme celle-ci, c'est de montrer qu'en ville, il y a des choses possibles. Qu'on peut changer aussi des choses individuellement et collectivement. Ce qui est important vraiment pour vivre ensemble, c'est développer cette volonté de partager en fait. Et c'est un vrai challenge de tous les jours. Le miel récolté profite à tous les voisins. Donc celle-là, c'est une ruche qui tourne. Celle-là, peut-être on peut enlever. Hein. Allez, à la prochaine. Ah, la prochaine, les petits. Michel et Julien n'ont pas installé les ruches en douce, sans rien demander à personne. Toutes les décisions doivent recueillir l'assentiment général. Plutôt le 12. Le lot 1, ils sont pas là. Avec la chaleur de l'été, les débats portent sur l'arrosage automatique, trop bruyant. Effectivement, peut-être se mettre d'accord sur une date, 1 heure limite d'arrosage. C'est à nous d'être un petit peu raisonnable, c'est le bon sens. Quoi. Idéalement, ce serait 22h. 22h, 22h30. Cette fois, c'est au tour de Bruno de jouer les présidents de séance. Moi, j'ai noté jusqu'à 22h. Pour éviter les frustrations, ici, on préfère le consentement au vote. C'est très 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 rare, voire inexistant. La recherche, c'est de discuter ensemble et puis à la fin de trouver une solution qui va au plus grand nombre d'une certaine manière, ou voire à tout le monde quand c'est possible. Après 5 années passées ensemble, ces drôles de voisins partagent bien plus que des pièces communes. Régulièrement, ils se retrouvent pour dîner tous ensemble. Je prendrais bien un verre, Maud, si tu veux bien. Ah oui. Et ça c'est du sirop, du sureau. Ah oui. Tiens, si quelqu'un veut du saumon. Au début, hein, quand je parlais de ce projet avec des collègues, avec des amis, on me disait mais tu vas vivre dans une communauté. Pas du tout. On n'est pas du tout une communauté. On tient beaucoup à notre autonomie, à notre vie privée. On a vraiment ça, on y tient énormément. Mais quand on se retrouve, comme dans des moments comme ça, ben voilà, on fait vraiment figure de famille là, hein, complètement. Hein. Voilà. Et ça, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Le plus étonnant, c'est que l'habitat partagé coûte 20% moins cher qu'une construction classique. Parce qu'il y a des pièces de vie communes, mais surtout, les habitants sont leurs propres promoteurs immobiliers. Alors, à la mairie de Strasbourg, on a bien compris l'intérêt de miser sur cette nouvelle façon de se loger. La ville compte déjà 17 projets et ce n'est qu'un début. L'homme derrière cette réussite ne se déplace qu'à vélo. Alain Yound est adjoint au maire. Alors on est ici dans le quartier de prédilection de l'habitat participatif à Strasbourg. Il y a 5 projets à 100 mètres et on est à quelques centaines de mètres du centre-ville, à quelques centaines de mètres de la cathédrale et de la mairie. Des terrains bien situés, mais dont aucun promoteur immobilier ne voulait. Trop petit, pas assez rentable, l'habitat partagé est apparu comme une évidence. Ici, par exemple, 4 familles emménageront dès la rentrée prochaine. Voilà, j'ai le plan. Le rez-de-chaussée. Donc ça c'est le rez-de-chaussée, donc ça c'est le dernier, ça rentre en... C'est la commune. Il y en a certains qui ont fait finir leurs travaux et d'autres qui finissent eux-mêmes. C'était un terrain municipal qui n'intéressait ni les promoteurs immobiliers, ni les organismes HLM, parce qu'il est trop petit pour construire 10 ou 15 logements, qui souvent est un seuil dans lequel ces organismes s'investissent. Au lieu de laisser ces terrains en friche ou de les brader, la municipalité préfère favoriser un nouveau mode de vie urbain. Mais il n'y a pas que dans les villes que l'habitat partagé fait des émules. Dans la région de Montpellier, un homme se démène sans compter pour que ces logements collaboratifs gagnent aussi la campagne. Il s'appelle Frédéric Joson et cela fait 4 ans qu'il se bat. Il a même changé de métier pour ça. L'ancien patron de société informatique est devenu assistant à maîtrise d'ouvrage. Son travail, accompagner les groupes qui veulent se lancer dans l'habitat partagé. Ce matin, il a rendez-vous dans un petit village à 1 heure de Montpellier. C'est un gros projet. C'est un projet de 30 logements. Aujourd'hui, le collectif est constitué d'à peu près la moitié et ils ont besoin de plus d'habitants pour pouvoir aller au bout de leur projet. L'habitat partagé, c'est de la proximité, de l'entraide, de la solidarité. Alors, pour que cela fonctionne, il faut que les voisins se choisissent. Et trouver 30 copropriétaires dans ce petit coin isolé,
T'as compté combien il y avait de monde? Non. C'est un sacré challenge. Une dizaine. Le propriétaire des lieux, c'est lui. Donc je vais en amener d'autres. Il s'appelle Yves, il est à la retraite et la demeure familiale est devenue trop grande, trop chère à entretenir. Mais Yves refuse de vendre à un promoteur immobilier. Son rêve, transformer la grande bâtisse en espace commun et utiliser le terrain pour construire une trentaine de maisons. Grâce aux bouche à oreille et au réseau de Frédéric, une dizaine de personnes est venue se renseigner. Bonjour et bienvenue sur le projet d'habitat participatif de Croix-Haute. Dans le cadre de la construction de ces logements et de l'aménagement du terrain, vous allez travailler avec les architectes, avec les notaires, avec les banques. Et donc du coup, vous participez complètement à définir votre futur cadre de vie. À Frédéric la théorie, à Yves la pratique. Petite visite guidée pour montrer à quoi peut bien ressembler une vie en commun. Alors là, cette pièce, en général, elle impressionne pas mal. Les gens du théâtre disent « Ah, c'est le lieu rêvé pour faire des répétitions ». Les Parisiens disent « Ah, ben on peut mettre 8 appartements là-dedans ». C'est effectivement un potentiel important. Il y a plus de 600 mètres carrés à aménager. Une des idées, c'est d'utiliser cet espace, ce grand espace, pour faire des activités, par exemple du yoga, de la danse, des choses comme ça. Voilà. Il y a quand même un certain cachet ici, avec des paysages tout autour. Beau potentiel. Donc, oui, je pense que c'est intéressant, oui. Ce matin, Yves et Frédéric se sont montrés convaincants. 5 personnes déposent leur candidature. Habitat participatif de Croix-Haute, ça suffit, oui. Pour moi, ça implique de vendre une maison pour pouvoir acheter ici. Donc, c'est un choix. Voilà, c'est quand même. Et Claude, c'est pareil, hein. Claude, il faut qu'il vende son appartement de Paris pour pouvoir venir ici. Grâce à ce projet d'habitat partagé, Yves espère continuer à faire vivre la maison familiale. Et plus important encore, on a vraiment envie d'avoir un projet qui ait un sens humain, un sens politique aussi d'ailleurs, un sens écologique, mais surtout un sens humain. C'est le fait d'avoir des amis, de vivre dans un environnement de gens avec qui on se sent bien. C'est le paradis, ça. Former un groupe, trouver un projet commun, réaliser un habitat partagé met entre 3 et 4 ans. Des délais 2 fois plus longs que pour les autres programmes. La présence de Frédéric permet d'éviter certaines erreurs afin de garder des délais de construction raisonnables. L'habitat partagé favorise aussi la mixité sociale. Frédéric suit un autre projet dans la banlieue de Montpellier. Bienvenue dans Mascobado, donc ce projet d'habitat participatif qui totalise 23 logements, donc un bâtiment de 10 logements, et ce bâtiment qui a 13 logements. L'autre nom de l'habitat partagé, c'est l'habitat participatif. Et ce n'est pas pour rien. Les habitants participent activement aux réunions de chantier. Aujourd'hui, avec l'aide de l'architecte, ils doivent choisir les matériaux. Dans ceux qui sont présents, il y a une partie qui n'était pas là la dernière fois. D'accord. Et on va donc regarder les échantillons. Okay. Donc ça va, l'histoire des couleurs pour les VRBSO, les couleurs autorisées pour les façades, les grilles d'escalier, toutes ces choses, le parquet, autant. Donc voilà. Bon, je donne notre référence. Et tu donnes ta préférence. Globalement, en matière de carrelage, pour pas faire ton sur ton, c'est de rompre, notamment avec le béton, avec du bois qui est un petit peu plus soutenu, pour faire un contraste végétal et minéral. La collaboration ne s'arrête pas au choix du carrelage et à la couleur des peintures. Les habitants ont co-dessiné les plans de leur futur logement. Et chacun a décidé de la disposition des pièces. Là, au lieu de mettre un lit, je mets un canapé. C'est une chambre d'amis. Bon, je suis seule, donc j'en ai pas besoin. Dans ce projet, il n'y a pas 2 appartements identiques. Donc, ils sont tous différents, tous personnalisés. Et voilà, avec des distributions adaptées à chacun. Les habitants se sont vus pendant près de 2 ans, à raison d'au moins une réunion par mois. Aujourd'hui, ils découvrent enfin le fruit de leur travail. Et c'est plus grand que ce que je croyais. Enfin, je suis venue au début sur le chantier, j'ai eu l'impression que tout était petit, la salle polyvalente, tout ça. Et puis finalement, ouf, ça va. Hein? Michael est ingénieur.
Christiane, elle, est enseignante à la retraite. Attends, je m'essuie les pieds, Michael. Ouais, mais c'est pas la peine, là, tu vois. Alors voilà, là, t'es dans mon salon, avec la cuisine ouverte qui sera au fond, là. Je crois qu'on aura une belle... Tout ce temps passé à dessiner des plans ensemble a fait naître des amitiés inattendues. Ce qui était surprenant, c'est qu'au début, je me suis dit, mais on va arriver dans un groupe où tout le monde sera comme nous, des jeunes, un peu bobos et autres. Et en fait, il y avait une grande diversité. Et on s'est rendu compte que c'est cette diversité-là qui faisait la force dans le temps. Parce qu'on n'avait pas tous la même idée de la façon dont on voulait habiter. Enfin, je trouve que c'était une force, quoi, d'avoir des façons de voir différentes. Mais la mixité sociale et intergénérationnelle, on l'a voulu au départ. Et c'était pas gagné, c'est sûr. Mais c'est pour une personne de 75 ans bientôt comme moi, quand on a des jeunes et qu'on veut finir une vie justement entourée par la vie, des enfants, etc., c'est la solution idéale. Ici, le partage, la mixité ne sont pas que des mots. Sur les 23 appartements, 14 sont des logements sociaux. Et les locataires participent comme les propriétaires à la construction du projet. Dans une opération comme celle-ci, où c'est une opération qui est très très mixte, on recrée ce lien, on recrée cette mixité, et du coup, il n'y a plus de différence entre une personne qui gagne qui a un salaire inférieur à un autre. Ici, on est tous habitants, on a tous travaillé de la même façon, on a tous participé, et c'est ça, avant tout, qui est important. Fin de journée. Les habitants se retrouvent à quelques mètres de leur futur logement. L'année prochaine, à la même période, ils pendront la crémaillère et s'essayeront à une vie plus conviviale